Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Laura Drouet, la fondatrice de la marque de vêtements pour enfants Pourquoi Princesse. La confiance en soi des petites filles décline de manière abrupte à 9 ans. 9 ans, vous vous rendez compte ? L'inégalité entre les femmes et les hommes commence là, dans la cour de récré, à cause de comportements qui nous semblent anodins et qui pourtant creusent l'écart entre les filles et les garçons. Alors comment lutter efficacement contre ces stéréotypes de genre ? Comment encourager les petites filles à devenir ingénieurs, pilotes ou encore astronautes ? Eh bien, c'est la mission que s'est donnée Laura avec Pourquoi Princesse ? Pourquoi Princesse, c'est une marque de mode militante qui s'engage à faire avancer l'égalité entre les filles et les garçons. Laura veut casser les codes et bousculer les clichés, car la mode et les vêtements restent un moyen très fort pour les enfants de s'exprimer et d'exister. Avec Laura, on a parlé de la patrouille de France, de licorne, d'écologie et d'éducation non genrée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner sur ce podcast. Alors Laura, tu es américaine et aujourd'hui tu vis à Marseille, donc c'est pour ça aussi qu'on enregistre cette discussion à distance. Alors quand et comment es-tu arrivée en France et surtout comment tu vis cette expatriation ? Dès l'âge tout petite, je suis francophile. J'étais passionnée de la culture française, la langue, la gastronomie et j'ai aucune idée d'où ça vient. Et je suis tombée amoureuse d'un Français. Quelle chance pour moi. Et du coup, en 2013, je faisais les allers-retours entre Nairobi au Kenya, en Afrique de l'Est, et Marseille, parce que lui, il est marseillais d'origine. Et en 2014, on a pris la décision de s'installer vraiment en France et élever nos enfants parce que j'ai appris que j'étais enceinte avec ma fille. Donc j'avoue que la première année, pendant la grossesse et toutes les hormones, la transition était un peu difficile parce que, comme j'ai mentionné avant, j'étais francophile et j'avais vraiment des grandes attentes. Et Marseille, c'est quand même un peu différent de reste de la France, je dirais. Donc, d'être enceinte et d'être confrontée à l'administration française, c'était quelque chose. Et après la première année, très franchement, je me suis habituée et je peux dire que j'adore Marseille. C'est vraiment la ville de cœur. C'est une ville populaire avec plein de vie et je tiens beaucoup. On est entouré de la mer. Il y a aussi les calanques et plein de nature. Donc très franchement, je suis très contente d'être là. Génial. Et tu as mentionné juste avant que tu étais au Kenya. Qu'est-ce que tu faisais au Kenya ? Eh ben justement, j'avais lancé une start-up dans le tech. C'était une marketplace qui a mis en relation les petits producteurs dans les villages lointains avec les grandes sociétés agricoles. Et on avait démarré ça au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Et du coup, j'étais au Kenya pour ouvrir tout un bureau au Kenya.
Ah, génial. Et donc, c'est vrai que, comme tu le mentionnes, tu es entrepreneuse dans la tech. J'ai regardé un peu ton parcours. C'est vrai que tu as eu quelques expériences là-dedans. C'est quand même un secteur très masculin, plutôt sexiste, j'imagine. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi. C'est clair que c'est un secteur qui est très très masculin. Moi, j'avais l'habitude d'être la seule femme dans la première boîte qu'on a démarrée. J'étais la seule femme associée. Dans la deuxième, j'étais une des 2 femmes dans le management. Et c'est clair que j'avais l'habitude de donner des discours aux conférences où j'étais la seule femme. Et enfin, je me rappelle qu'on avait fait des levées de fonds pour la dernière, que il y avait un VC qui m'a quand même suggéré que j'avais la chance d'avoir un associé homme. Et donc il y avait quand même des expériences assez sexistes, mais j'avoue que ça faisait tellement partie de ma normalité que j'ai vraiment pas vécu ça comme du sexisme. Alors que maintenant, avec un peu de recul, je peux voir très bien que c'était du sexisme. À l'époque, je l'ai vraiment pas senti comme ça. C'était juste normal, la vie normale. Ouais, non, mais j'imagine, ça doit pas être évident quand on débarque dans un milieu comme ça. On a tendance à se dire que finalement, ce sont les codes et qu'on doit les respecter. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'avais pas forcément notée, mais il y a beaucoup de femmes qui, dans ce genre de milieu très masculin, très sexiste, utilisent un peu les vêtements comme une armure, leur façon de s'habiller un peu comme une armure. Je sais pas si toi, ça a été le cas. Je parle des vêtements ici parce qu'on va voir à quel point c'est important par la suite, évidemment, pour la marque que tu as créée. Mais je me demandais si déjà à l'époque, le vêtement pouvait être un peu une armure pour faire face à ce milieu très très masculin et puis ces réflexions sexistes. J'avoue que moi, avec les vêtements, je m'habille toujours un peu comme un homme quand même. Je mets toujours un pantalon, je mets rarement une robe ou une jupe. Mais je crois que j'étais dès tout petite un genre de garçon manqué, même si j'aime vraiment pas ce terme. Mais je m'habillais toujours un peu comme ça, et même aujourd'hui, je porterai rarement une robe ou j'étais pas très très féminine dans la manière dans laquelle je m'habille, c'est clair. Non, mais c'est intéressant et je te pose cette question parce que je suis en train de lire Une farouche liberté de Gisèle Halimi et à l'intérieur elle en parle, elle dit à quel point elle a essayé de copier les codes masculins pour se faire une place en tant qu'avocate femme. C'était très rare à son époque, donc je trouve que c'est intéressant aussi de voir que toi aussi tu as essayé tu as reproduit un peu les codes pour te fondre un peu dans le moule en fait et pour qu'on écoute plus ce que tu avais à dire que on regarde ton apparence quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair et net. J'ai vraiment pour moi c'était ce qui était important, c'était ma vision, mon intelligence, et je voulais vraiment mettre ça en avant beaucoup plus qu'un côté féminine et tout ça. Bien sûr. Et c'est drôle que tu parles aussi de l'expression un garçon manqué, parce que moi non plus j'aime pas trop cette expression et je trouve que ça contribue un peu au biais sexiste, comme si une fille qui s'habillait peut-être avec une casquette et jouait aux voitures, forcément c'était considéré comme un garçon. Donc c'est assez intéressant que tu dises ça. Oui, j'aime pas ça parce que pour moi, une fille qui s'habille dans les pantalons et qui aime les voitures et tout ça, c'est simplement une fille qui a ses propres centres d'intérêt, quoi. Et pourquoi on associe les centres d'intérêt et les passions ou même les métiers et les couleurs à un genre? Je crois que chaque enfant a la capacité de choisir ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, et c'est pas nécessairement en fonction de leur genre. Ouais, bien sûr, je partage complètement cet avis. D'ailleurs, ça fait parfaitement lien avec la suite de mes questions, parce qu'on va parler de ta marque enfantine et féministe que tu as créée en 2019 et qui s'appelle Pourquoi Princesse. Et je crois que tout a commencé avec ta première fille qui voulait justement une robe avec des voitures de course. Alors peut-être que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet. Oui, donc du coup, quand on s'est installé en France en 2014 avec mon mari, on a découvert qu'on attendait une fille et on était vraiment ravis.
Et tout d'un coup, mon mari s'est dit, mais je serai responsable pour un être humain qui va subir beaucoup de préjugés que moi, j'ai jamais expérimenté. Et vraiment, je dois faire énormément de recherches et comprendre les inégalités dans ce monde. Et donc, du coup, il s'est senti beaucoup concerné. Et je crois que lui aussi, il a provoqué un peu mon propre déclic autour d'égalité filles-garçons et l'impact des stéréotypes de genre sur les enfants. Et du coup, tous les deux, on est devenus hyper passionnés par l'égalité et on s'est posé plein de questions sur comment on met en place une éducation égalitaire pour nos enfants et surtout pour notre fille, pour qu'elle sache qu'elle peut être et faire tout ce qu'elle veut, qu'elle soit libre dans ses choix, et vraiment que on voulait absolument pas la mettre dans la case de princesse et c'est tout ce que tu es. Donc du coup, on avait, comme on est entrepreneurs tous les deux, on avait vraiment réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ça prenait des années. Et après la naissance de mon fils, quelques mois après, j'étais en congé maternité et ma fille m'a demandé une robe avec les voitures de course dessus. Et impossible de la trouver. Et j'ai cherché partout en France et je me suis dit que si ça n'existe pas en France, ça va certainement exister aux États-Unis. Et impossible d'en trouver. Et ça m'a vraiment frappée, mais ça frappait encore plus ma fille parce que pour elle, le message était clair. Les voitures ne sont pas pour les filles. Et ça l'a vraiment touchée. Et je crois que pour moi, j'ai réalisé à quel point la mode, les jouets, les livres, ça conditionne les enfants dès le plus jeune âge. Et c'est là où j'étais convaincue de ce que je voulais faire, même si j'ai absolument pas d'expérience dans la mode. Je savais que je voulais créer une marque pour que les enfants puissent s'exprimer comme ils veulent. Et donc avec votre marque, c'est ce que tu dis, donc vous luttez contre les stéréotypes de genre, vous essayez de les déconstruire. En fait, vous essayez de montrer un peu aux petites filles ou même aux petits garçons que ils peuvent exercer n'importe quel métier, faire ce qu'ils veulent dans la vie. Donc je trouve ça assez fantastique d'avoir ce genre de marque avec ces discours assez engagés. Et donc comment, pour celles et ceux qui visualisent pas forcément, comment vous y prenez concrètement? Ça ressemble à quoi la marque Pourquoi Princesse? Comment vous luttez justement contre les stéréotypes de genre dès l'enfance? Donc je dirais que Pourquoi Princesse, c'est une marque de mode enfant militant qui s'engage à changer des choses et surtout pour faire avancer l'égalité filles-garçons. Et comment on fait ça concrètement? C'est que nous imaginons des vêtements qui cassent les codes. Surtout pour les filles, pour commencer, qui cassent les codes de rose, des licornes et des princesses. Chez les filles. Donc, chez Pourquoi Princesse, on dit que les dinos et les fusées et les voitures ne sont pas réservés aux garçons. On avait cette idée de vraiment créer une marque qui bouscule les clichés, avec la grande ambition d'ouvrir le champ de possibles pour toutes les filles et de les aider à se projeter dans n'importe quelle carrière. Et pour nous, la mode reste quand même un moyen très fort pour les enfants d'exprimer leur passion et leur centre d'intérêt. Et on a dit, on va créer une collection de robes qui cassent les codes. Donc, notre collection Girl Rebel, par exemple, c'est des robes canon qui sont très, très féminines, mais en même temps avec des motifs qui existent nulle part ailleurs, avec des dinos, des fusées et des planètes. Et en même temps, on a créé également des pièces iconiques pour faire vivre une expérience d'un métier qui est classiquement masculin. Donc, un exemple de ça, c'est notre combi pilote et astronaute pour qu'une fille puisse porter ce vêtement et être transformée dans le métier. Et donc, ce qu'on a essayé de faire aussi avec Pourquoi Princesse, parce que il y a quand même, même si on reste une marque de mode enfant, il y a quand même ce côté éducation qui est très, très fort. Donc, pour chaque pièce iconique qui essaie de
d'ouvrir le champ de possible autour d'un métier, un sport ou une activité qui est classiquement masculin, on lie ça à un cahier d'activités qui raconte les histoires de femmes dans ce métier qui ont brisé le plafond de verre. Donc, c'est vraiment ça l'idée derrière la marque. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire concrètement. Ouais, c'est génial parce qu'en fait, c'est un peu plus qu'une marque de vêtements. C'est vraiment un projet militant, en fait, avec tout ce qu'il y a derrière, ce projet d'éducation, de montrer comment, au-delà des vêtements, on peut lutter dès le plus jeune âge on peut essayer de lutter contre les stéréotypes parce que finalement, ça commence dès l'enfance, quoi, les stéréotypes de genre, les inégalités, le sexisme. C'est exactement ça. C'est un projet qui est beaucoup plus qu'une entreprise. On a une mission sociale et des valeurs qui sont très, très fortes autour d'égalité filles-garçons. Et vraiment, on a cette idée en tête qu'ensemble, on veut non seulement changer l'industrie de la mode, mais aussi le monde qui va avec. Donc, au-delà des vêtements, Pourquoi Princesse accompagne aussi les parents et les enfants dans leur prise de conscience autour d'égalité. Donc, on avait créé, comme j'ai mentionné, des livres inspirants avec des activités, des guides pour parents et aussi plein d'éducation, plein de contenus éducatifs. On a même fait une série d'entretiens de femmes extraordinaires comme Claudie Agneray et Aurélie Jean, parce que pour nous, ce qui est très, très important, c'est que ça reste une entreprise à impact et qu'on porte nos valeurs haut et fort. Ouais, c'est intéressant que tu mentionnes un peu des figures féminines fortes parce que finalement c'est un peu ce qui manque aussi. Une petite fille, elle se projette pas dans le métier d'astronaute par exemple parce que jusqu'à présent on n'a pas suffisamment de modèles féminins à cette place-là. On les met pas suffisamment en avant. Si on en a, elles sont un peu invisibilisées et puis il y en a peu et donc ça contribue comme ça à dire que les petites filles elles pourraient pas devenir astronautes. Enfin, je dis astronaute parce que vous avez une combinaison pilote, mais ça peut être plein d'autres métiers en fait. Mais c'est exactement ça et avec mon associé Muriel, on avait fait plein de recherches et on avait découvert dans une étude que 77% des enfants en élémentaire en France pensaient que le métier de pilote, c'était un métier d'homme, que c'était pas possible pour une femme d'être pilote. Et on a dit, il faut qu'on change ces statistiques. Et je crois que la combi, c'est notre première démarche pour que les filles aussi puissent se projeter dans ce métier. Et selon toi, quelles sont aujourd'hui les plus grosses barrières à l'égalité filles-garçons ? Je crois qu'une des plus grandes barrières, c'est d'abord de reconnaître que les inégalités entre les femmes et les hommes existent. Parce que j'ai entendu de plein de personnes que c'est plus un problème, les hommes et les femmes sont égaux en France, c'est dans la loi, c'est écrit, alors que c'est pas de tout le cas. Il y a un énorme écart entre des salaires, on voit que les femmes sont surreprésentées dans les métiers de la tech et des sciences, et ce sont souvent ces métiers qui sont plus valorisés, où il y a un salaire qui est beaucoup plus élevé. Donc, ces inégalités existent et il faut vraiment avoir une prise de conscience autour de ça. Et je crois qu'une autre barrière, c'est aussi de comprendre que les inégalités hommes-femmes qui existent aujourd'hui commencent dès l'enfance et que pour changer les inégalités femmes-hommes, il faut aussi agir dès l'enfance et avec l'égalité filles-garçons. Parce que c'est très bien, moi je soutiens énormément tous les mouvements contre les violences contre les femmes et plein de mouvements qui sont contre les inégalités. Mais il faut aussi avoir une prise de conscience que ces inégalités et ces stéréotypes commencent dès l'enfance et que si on ne fait pas quelque chose pour les enfants, ces inégalités vont continuer. Donc, je crois que ce sont des très grosses barrières aujourd'hui auxquelles il faut
faut confronter. Ouais, bien sûr, mais je partage complètement ton avis sur ces barrières et sur le fait que finalement les inégalités qu'on va retrouver à l'âge adulte commencent en fait quand on est déjà enfant. Et quelles sont les différences entre la France et les États-Unis sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons? Je serais curieuse d'avoir un peu ton avis sur la question. En fait, la prise de conscience autour d'égalité filles-garçons et l'impact des stéréotypes de genre sur les enfants, ce mouvement a commencé aux États-Unis en 2014 et 2015. Donc, on est un peu en avance en termes de nos pensées. Et puis après ça, il y avait le mouvement de MeToo ou Balance ton porc en France, qui avait un impact profond sur la société. Et on voit vraiment la première fois où des hommes qui étaient en pouvoir ont expérimenté des grandes conséquences pour leur comportement sexiste et pour ce qu'ils avaient fait aux femmes. Et je crois que la différence justement entre les États-Unis et la France, c'est que aux États-Unis, c'est juste en termes de prise de conscience, on est un peu plus en avance parce que en France, ce mouvement de balance ton porc et d'autres choses, ces mouvements ont commencé et c'est là maintenant que les gens commencent à vraiment avoir un déclic et une prise de conscience autour de l'impact des stéréotypes et le fait que ça se forme dès le plus jeune âge. Mais moi, j'avais écrit mon mémoire autour de Pourquoi Princesse. Et donc, j'ai fait énormément de recherches sur les stéréotypes et j'étais impressionnée que j'ai interviewé plus que 150 parents et je dirais que plus que 85% des parents m'avaient dit que non, les enfants sont trop petits, ils se rendent pas compte qu'il y a des stéréotypes et en fait ça m'a vraiment frappée parce qu'ils se rendaient pas compte que c'est très très important de déconstruire ces stéréotypes très jeunes. Bien sûr, et on le voit même à l'école. Nous, on a eu un débat. Il y a un débat en France sur les cours de récré où on voit à quel point les cours de récré sont hyper genrés parce qu'en fait, les petits garçons occupent tout l'espace avec les jeux de foot, les jeux de ballon, et les petites filles sont généralement reléguées dans un coin pour jouer à l'élastique ou ce genre de choses et elles sont pas incluses dans le lieu principal de la cour de récré. Donc, on voit à quel point même ce genre de comportement va favoriser en fait les stéréotypes de genre par la suite parce que on contribue aux inégalités dès tout petit, dès la cour de récré en fait. Mais c'est exactement ça et le problème c'est que quand on associe les caractéristiques et même les objets et les choses à un genre, on limite automatiquement la vision des enfants sur leurs possibilités futures. Et ça, c'est un énorme problème pour la suite. Et je crois que le cours de récré, c'est un très bon exemple. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est il y a une stéréotype que les filles ne sont pas fortes en mathématiques, alors que c'est absolument pas vrai. Et il y a même des études qui montrent que si on dit aux filles qu'elles vont passer un examen en mathématiques, elles ont la tendance de réussir parce qu'elles sont conditionnées à penser que les filles ne sont pas fortes en mathématiques. Alors que si on explique l'examen différemment, en utilisant des mots qui ne parlent pas exactement des mathématiques, et puis les filles passent exactement le même examen, elles réussissent. Et je crois que ça montre à quel point on pourrait vraiment conditionner les enfants. Pour moi, c'est hallucinant. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. En plus, je pensais aussi à un autre exemple sur la langue française. Nous, dans la langue française, quand on est petit, on nous apprend que le masculin l'emporte sur le féminin. Et rien que cette phrase, je la trouve d'une violence extrême parce que dire aux enfants que le masculin l'emporte sur le féminin parce que tout s'accorde au masculin, c'est assez dramatique aussi finalement. Oui, enfin, je crois qu'on a un problème dans la société quand tout ce qui est associé avec les femmes, tout ce qui est féminin, en fait, ça égale moins. Et ça, c'est un vrai problème. Je me rappelle, j'avais parlé avec un petit garçon qui est un ami de ma fille et quelqu'un l'avait appelé un fille et il était détruit.
il a dit mais je suis désespéré parce que quelqu'un m'a appelé une fille. Et qu'est-ce qu'on apprend aux petits garçons des filles si c'est la fin de leur monde d'être appelé une fille? C'est ça la question et c'est ça qu'il faut qu'on change. Ouais, bien sûr. Et pour revenir du coup à ta marque Pourquoi Princesse, donc pour parler un petit peu aussi de la fabrication, parce que c'est assez intéressant. Vos combinaisons, on le parlait, les combinaisons aussi pilotes, sont fabriquées en France, là où sont fabriquées les combinaisons de la Patrouille de France, je crois. Et vos robes sont fabriquées au Portugal, si je dis pas de bêtises. Enfin, peut-être que tu vas mieux nous en parler. Oui, donc du coup avec Pourquoi Princesse, nos combinaisons, enfin on essaie d'avoir une démarche qui est made in France ou made in Europe le plus que possible. Donc nos combis, notre fournisseur de combis s'appelle Dimatex et c'est basé en France. On a un atelier qui est basé à Marseille qui s'appelle Style Studio qui imprime nos suites et nos t-shirts. Tous les tatouages et les écloussants sont fabriqués en France et nos livres aussi sont imprimés en France et les robes au Portugal. Et pour nous, c'était un choix de fabriquer localement parce qu'on s'est dit que très franchement, on ne peut pas changer le monde pour les futures générations. On ne peut pas avoir une démarche égalitaire sans aussi avoir une démarche écologique. C'est juste pas possible. Et on voulait avoir une fabrication éthique avec un respect de code de travail pour les gens dans l'usine. Et tout ça, c'est bien évidemment, c'est fabriqué en Europe où ça se passe. Ouais, bien sûr, il y a une certaine logique à faire fabriquer localement et de façon éthique pour protéger aussi les générations futures, quoi. C'est complètement logique avec la thématique de la marque, de lutter, enfin, d'avoir une enfance égalitaire, quoi. C'est exactement ça. On peut pas créer un autre monde et nier le fait que la mode a un impact énorme et est en train de détruire l'environnement. Donc, il faut réfléchir à comment réinventer la mode et comment faire avec nos collections d'une manière différente. Et c'est exactement ça qu'on a essayé de faire avec Pourquoi Princesse. C'est pour ça qu'on a un modèle aussi de pré-vente. C'est parce que on voulait faire la mode d'une manière différente. On ne voulait pas avoir des collections qui sortaient à chaque saison. On voulait vraiment créer des pièces iconiques et intemporelles pour vraiment casser un peu le fast fashion et casser ce modèle. C'était aussi ça l'idée derrière la marque. Bien sûr, oui, il était inenvisageable de faire fabriquer des vêtements au bout du monde sans savoir si c'était des enfants, alors que vous faites la promotion d'une égalité pour les filles et les garçons ici, quoi. C'est sûr que ça n'aurait pas été très logique. Absolument. Enfin, on fait les vêtements pour les enfants et on veut assurer que les vêtements ne sont pas fabriqués par les enfants. Ça, c'est clair. Ça, c'est Bien clair. Sûr. Et sur la Patrouille de France, parce que je trouvais l'anecdote assez intéressante, je ne sais pas si c'est toujours le cas, si les combinaisons sont fabriquées dans la même... Oui, en fait, Dimatex, en fait, leur métier, c'est ils fabriquent les combinaisons pour la Patrouille de France. Et ils fabriquent aussi les vestes de sapeurs-pompiers et tout ça. Et donc, on a une collaboration avec eux où ils ont créé des combinaisons pour enfants, alors que c'est vraiment pas dans leur domaine. Mais on adore leur combi, on trouve ça tellement chouette. C'est une super qualité et ça ressemble vraiment à la Patrouille de France. C'est vraiment le modèle. Oui, je trouve la symbolique hyper intéressante aussi de se dire que des vêtements pour les petites filles sont fabriqués dans cette usine-là, alors que ce sont des métiers qu'on attribue plus souvent aux garçons, malheureusement. Je trouve que symboliquement, c'est assez fort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à quel moment, toi, tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile, que ce soit des dérives sociales, des dérives environnementales, parce que t'en parles beaucoup et c'est important dans la démarche de la marque, en plus de l'engagement féministe. Mais à quel moment, toi, tu as pris conscience des dérives de cette industrie ?
Mais je crois que j'ai vraiment compris quand j'avais démarré Pourquoi Princesse avec mon associée Muriel. Elle a travaillé dans le secteur enfant et dans le vêtement enfant pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années. Et donc, elle était très, très consciente de tous les problèmes avec l'industrie textile et elle voulait absolument éviter. Et donc, du coup, elle m'a appris énormément et ensemble, on a compris que il fallait absolument qu'on fasse autrement. Et donc, du coup, c'est grâce à elle que j'ai vraiment pris conscience de toutes les pertes et l'impact détrimental, je veux dire, sur l'industrie textile, sur l'environnement. Bien sûr. Et d'où vient ton engagement féministe? Ah, ça, c'est une question très intéressante. Je crois que j'étais élevée dans une famille où ma mère était quand même une femme assez libérée pour l'époque. Elle était vice-présidente des RH dans une université et donc elle avait une carrière que la plupart des femmes aux États-Unis à l'époque n'osaient pas avoir. Et j'avais aussi un père qui m'a encouragée. Donc je crois que dès tout petite, j'avais toujours cette idée que je pouvais faire tout ce que je voulais. Pour commencer, mais vraiment mon engagement féministe, ça a commencé avec mes enfants et avec mon mari et avec cette prise de conscience que j'ai déjà décrit dans le podcast. Pour moi, c'est aussi venu de là. Je crois que quand on devient parent, on comprend que les choses que nous on avait subies, on ne veut absolument pas que nos enfants subissent les mêmes choses. Et pour moi aussi, Pourquoi Princesse en tant que projet, c'est une manière de contribuer à ce monde plus égalitaire. Oui, bien sûr. Et comment tu enseignes ces valeurs éthiques, féministes, environnementales à tes enfants? Parce que tu as une fille et un fils, donc comment tu leur enseignes tout ça? Avec mon mari, on avait passé énormément de temps à réfléchir à comment faire et nous, on cherchait les outils. Donc, du coup, maintenant, avec Pourquoi Princesse, on crée ces outils. La première chose, je crois qu'on s'est rendu compte que si on veut élever les enfants d'une manière égalitaire, il faut que nous aussi, en tant que parents, on soit les premiers modèles de ce comportement égalitaire. Donc, en termes de partager les tâches à la maison, en termes de prendre des décisions ensemble, d'être des vrais partenaires et d'enseigner ces valeurs à nos enfants. Donc, je crois que ça commence avec nous, les premiers modèles. La deuxième chose, c'est que il y a quand même des choses inégalitaires qui se passent tout le temps. Donc, c'est aussi, il faut toujours parler avec tes enfants. Un exemple de ça, c'est que, quand même, mon fils, il adore pendant l'été mettre les robes parce que, il aime ça. Et je me rappelle, il portait une robe et j'amenais ma fille à une activité et il y avait un petit garçon qui appelait mon fils une fille et pourquoi tu portes une robe? Et puis après, j'ai eu une énorme discussion avec mes enfants. Donc, il faut aussi avoir ces discussions, de poser des questions et vraiment de discuter en permanence. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que tu es d'accord? Comment on doit faire autrement? Et d'avoir ces discussions tous les jours. Et puis finalement, je crois que chez nous, il n'y a rien qui est pour les filles ou pour les garçons. Donc, on a, d'une manière très Montessori, on a mis tous les jouets, les livres et tout ça à disposition des enfants. Donc, il y a un coin avec tous les jeux de société, un coin avec tous les jeux de construction, un coin avec les déguisements. Et dans les déguisements, il y aura des déguisements de princesse, de pompiers, de policiers, de princes. Et tout le monde a le droit de s'habiller comme ils veulent pour le moment. Donc, je crois que ça permet à nos enfants d'avoir une certaine liberté de choix
dans les jouets et dans leur centre d'intérêt. Et puis finalement, je cherche énormément dans les films et dans les livres et les bandes dessinées des personnages féminins. Parce que, comme on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui manque énormément. Et je crois que c'est aussi important de montrer ces modèles féminins à mon fils qu'à ma fille. Pour ma fille, c'est vraiment de montrer que tout est possible. Et pour mon fils, c'est de montrer que les femmes ont fait des choses extraordinaires et il faut quand même avoir un certain respect pour ces accomplissements aussi. Ouais, mais c'est assez incroyable. Mais on se dit que c'est vraiment un travail de tous les jours parce que finalement tout ce qui nous entoure est tellement genré. Quand on se balade dans un magasin pour jouer, la section filles tout est en rose, il y a que des princesses, des poneys. Dans la section garçons, il y a que des voitures et tout est en bleu. À la télévision, pareil, les dessins animés, ce genre de choses contribuent énormément aux stéréotypes de genre. Donc c'est quand même assez conséquent quand on est parent de devoir être hyper vigilant en permanence, non? C'est un travail de tous les jours et je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que ces billets sont incarnés dans nous, ils sont tout autour de nous, on vit dans une société patriarcale, donc nos enfants, ils vont expérimenter ces stéréotypes aussi. Mais ce qui est important, c'est pour les déconstruire, c'est de juste parler en permanence. Mais nous, on choisit nos livres, on lit toujours les livres avant, on regarde des bandes dessinées et les séries et les films avant de les montrer aux enfants. Et oui, c'est clair que c'est de travail. Mais bon, être parent, c'est beaucoup de travail. Oui, de toute façon. De toute façon. Donc, Et tu vois quand même une évolution positive dans, par exemple, à l'école, ou est-ce que tu as l'impression quand même que la société est en train de changer? Je parle au niveau des enfants, hein, vraiment de l'égalité entre les petites filles et les petits garçons. Est-ce que tu as l'impression, que c'est en train d'évoluer dans le bon sens? Je crois qu'il y a pas mal de stéréotypes encore, mais oui, je crois que c'est en train d'évoluer, les mentalités sont en train de changer, mais c'est aussi parce que les mentalités des parents et de l'entourage de l'enfant sont aussi en train d'évoluer. Donc, moi, je suis assez positive, c'est peut-être mon côté américain aussi, et optimiste pour l'avenir, parce que je vois tous les jours que les choses changent. Il y a quand même beaucoup de travail à faire, même si on a fait énormément de progrès, il reste beaucoup de travail à faire, mais je suis assez optimiste pour les générations futures. Ouais, et puis en plus à travers une marque de vêtements, je trouve que finalement le vêtement c'est tellement ce que tu disais au tout début du podcast, c'est tellement un élément tellement important dans la vie des enfants et qui peut tellement contribuer aux stéréotypes, aux moqueries, ce genre de choses, que c'est assez chouette de s'engager et de militer à travers le vêtement en fait. La mode pour mes enfants est quelque chose de très important. Ils refusent carrément de porter des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, mon fils, il est obsédé avec les princesses et les dinosaures. Et ma fille, elle adore les voitures et les avions et aussi ses poupées. Et ce que j'aime bien, c'est que comme on avait laissé cette liberté de choix, je vois que eux, ils ont une certaine autonomie et une certaine confiance en soi, parce que c'est eux qui ont choisi leur centre d'intérêt, c'est eux qui ont choisi leurs vêtements. Et chez Pourquoi Princesse, on avait vraiment cette envie de toucher la vie quotidienne des enfants. Et je vois que la mode, on s'habille tous les jours. Et pour moi, c'est, comme j'avais dit avant, c'est vraiment un moyen très, très fort de montrer au monde. Et c'est un vecteur qui montre à tout le monde et qui pose un questionnement à tout le monde qui voit les enfants aussi, de se poser des questions autour des stéréotypes. Donc, même si un adulte voit un enfant qui porte une robe aux fusées, l'adulte va se poser la question, mais tiens, oui, pourquoi une robe avec les fusées? Ça n'existait pas avant. Et c'est ce genre
de questionnement qu'on veut provoquer avec la marque. Ouais, non, c'est assez, je trouve ça assez chouette et c'est trop bien d'avoir ce genre de marque. Et je crois que vous êtes aussi une marque engagée au niveau associatif. J'ai lu quelque part que vous aviez reversé certains de vos bénéfices à une ONG qui soutient l'éducation des filles dans le monde. Alors, je sais pas si c'est le cas toujours ou pas. En fait, on veut bien faire ça dans l'avenir. On veut intégrer un volet solidaire dans nos démarches, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais c'est absolument quelque chose qu'on a programmé. Comme j'ai dit, on est une entreprise à impact avec une mission sociale et donc du coup, ce volet solidaire pour moi est très très importante. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, tout commence avec l'éducation. Et aussi, comme j'ai travaillé longtemps dans plusieurs pays en Afrique pendant une dizaine d'années, je suis aussi touchée par le manque d'éducation pour les filles. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est une cause auquel j'avais très envie de contribuer. Oui, c'est ça. Tu as travaillé beaucoup, pour de nombreuses ONG, c'est ça, avant en Afrique, hein? Oui, c'est ça. Avant de devenir entrepreneur, j'avais travaillé pour des ONG internationales en Afrique et dans plusieurs pays avant de devenir entrepreneur. Ouais, et puis on voit à quel point tu parlais d'éducation et à quel point ça t'a marqué, mais c'est vrai que finalement l'éducation permet aussi aux petites filles d'apprendre, de se renseigner, d'être informées sur leurs droits, sur les moyens de contraception, sur énormément de choses, d'apprendre à lire, à écrire, ce qui permet aussi de pas les faire travailler alors qu'elles ont à peine 10 ans, même de les marier alors qu'elles sont toutes jeunes. C'est vrai que c'est indispensable quoi l'éducation. Oui, et non seulement ça, mais comme les filles deviennent mères après, et c'est souvent les mères qui prennent les décisions pour leur famille, l'éducation aide aussi en termes de développement économique, en termes de santé pour les enfants. Donc c'est quelque chose tout est lié et c'est très très important. Et quels sont les autres projets, les autres ambitions de Pourquoi Princesse? Donc tu parlais du volet solidaire que vous aimeriez ajouter à la marque, mais est-ce que vous avez d'autres ambitions aujourd'hui avec Pourquoi Princesse? Donc pour cette année, pendant l'été, on va lancer nos robes Girl Rebel avec d'autres motifs qu'on est en train de co-construire avec notre communauté. Et surtout les manches courtes, parce qu'on a eu énormément de demandes pour les manches courtes. Et puis, on va continuer à développer nos pièces iconiques. Donc, il y aura d'autres pièces qui suivent la combi pour faire vivre l'expérience d'un métier ou d'un sport qui est classiquement masculin. Et avec ça, avec chaque métier qu'on fait découvrir aux enfants, on va relayer ça à un cahier d'activités avec les histoires des femmes. Donc, en octobre, on va vraiment lancer cette collection avec une partie vêtements iconiques reliés à un cahier d'activités. Ok, génial. Bon, on va suivre ça avec attention. Et quelles ressources tu pourrais partager avec nous ici, des livres, des jeux de société par exemple, qui pourraient aider les parents à lutter à leur échelle contre les stéréotypes de genre? Donc, il y a beaucoup de livres dans le monde anglophone. Il y en a moins dans le monde francophone, mais il y a quelques livres pour les parents que je suggère. C'est Tu seras un homme féministe, mon fils, par Aurélia Blanc. C'est super, c'est vraiment un manuel d'éducation antisexiste qui est formidable. Il y a un autre livre qui s'appelle Filles, garçons, même éducation. C'est une guide pour une parentalité féministe qui est très très bien aussi. Les livres pour enfants, il y a plusieurs collections qui sont sorties. Il y a les mini confettis qui racontent les rôles modèles féminins, qui racontent les vies des femmes françaises qui ont des parcours mais formidables. Il y a d'autres collections. Il y a une collection de livres espagnols qui s'appelle Petite et Grande que j'apprécie énormément et que mes enfants adorent.
Mais il y a plein d'autres livres aussi. Il y a un livre que mon fils adore, le petit garçon qui aime le rose. Et dans la lecture enfantine et la littérature de jeunesse, on est vraiment en train de voir beaucoup plus de projets qui sortent. Dans les jeux, par exemple, il y a les jeux d'égalité de Topla qui sont super bien faits. Il y a un autre jeu européen qui s'appelle Qui est, qui est tout en bois, que nous, on adore les deux. Et puis finalement, il y a un magazine pour l'empowerment des filles qui s'appelle Chica. J'adore ce magazine. Ouais, j'avais rencontré la créatrice de Chica et je trouve ça formidable ce qu'ils font aussi. Je le conseille aussi. Oui, c'est donc on est au début en France et c'est ça qui est vraiment super. Et il y aura de plus en plus de produits qui sortent pour les enfants pour casser ces stéréotypes. Et j'ai hâte de voir toutes les nouvelles créations et d'être parmi tous ces beaux projets aussi. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup pour toutes ces ressources. Je pense que ça pourra aider plus d'une maman ou d'un papa qui nous écoute aujourd'hui. Et alors la dernière question rituelle du podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Moi, je dirais que en grandissant, mes modèles, l'ironie, c'est que mes modèles étaient toujours très masculins. Je dirais Martin Luther King et Gandhi, en fait, parce que ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour leur cause, qui ont tout donné pour changer le monde pour le meilleur et pour la justice de tous et toutes. Et je trouve leur parcours intéressant, fabuleux, passionnant. Et peut-être mon modèle perso, c'est aussi ma grand-mère, parce que c'est une personne qui, dès tout petite, elle a tout donné pour les autres. Elle était la fille aînée d'une famille de 5 filles et son père a décédé très tôt et elle a tout fait pour que ses sœurs puissent aller à la fac et elle non. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait des valeurs de travail très profondes, mais qui a énormément apprécié la vie et les petits moments de simplicité. Donc, elle a vraiment transmis ce message d'apprécier chaque moment dans la vie. La vie est courte et c'était un modèle qui était assez important dans ma vie. Oui, ce sont des très très beaux modèles. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci infiniment. Et puis pour toutes les ressources aussi que tu as partagées et qui pourront peut-être aider les parents à élever leurs enfants d'une façon égalitaire. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci beaucoup à vous aussi, à toi aussi, Chloé. Merci à Laura d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.